Il était à peine 8h45 du matin, mais ce lundi s'annonçait déjà comme le pire que j'ai jamais eu. J'avais embrassé ma femme Marissa en la quittant plus tôt ce matin-là, elle était ma partenaire depuis 15 ans et une agente immobilière incroyablement prospère, à en juger par son impressionnante pile de commissions et de primes. Passe une bonne journée, a-t-elle lancé de sa voix d'agente immobilière trop soignée que je ne supportais pas. Son sourire en coin suggérait qu'elle cachait un secret, ce qui ne fit qu'ajouter à mon irritation. Sur le chemin du bureau, je ne pouvais m'empêcher de penser à la pile de rapports à rendre d'ici la fin du mois. J'étais arrivé à mon heure habituelle, 7h45, avais déposé ma mallette et m'étais dirigé vers les toilettes des hommes pour une rapide pause café. C'est là que tout a dérapé. Au bureau, j'ai été soudainement submergé par une douleur aiguë aux toilettes, ce qui a provoqué un cri retentissant. Mon patron, Alan Randall, est rapidement venu m'aider, exprimant une profonde inquiétude. J'ai décrit la sensation de brûlure et nous avons tous deux remarqué un écoulement verdâtre alarmant. Alan m'a immédiatement conseillé de consulter un médecin et m'a rassuré de ne pas m'inquiéter des rapports en attente, promettant de s'en occuper et me suggérant de prendre le congé nécessaire. Reconnaissant, je l'ai remercié pour sa compréhension et son soutien, appréciant son approche compatissante dans un moment aussi pénible. J'ai éclaboussé mon visage d'eau, attrapé ma mallette et suis sorti. J'ai dit à la réceptionniste que je ne serais pas de retour avant au moins une journée, peut-être plus. Normalement, j'aurais vu mon médecin habituel, mais son cabinet était à l'autre bout de la ville et je doutais d'obtenir un rendez-vous aujourd'hui. J'ai plutôt opté pour les urgences, à quelques pâtés de maison de mon bureau. Une fois sur place, ils ont rapidement prélevé des échantillons et m'ont dirigé vers la salle d'attente. Cela a semblé des heures, mais seulement 30 minutes se sont écoulées avant qu'une infirmière n'appelle sèchement Greg Watson. Elle m'a fait signe de venir avec un regard qui me faisait me sentir moins qu'humain. Intrigué par son attitude, je l'ai suivi jusqu'à la salle d'observation. « Asseyez-vous, monsieur Watson », a-t-elle ordonné froidement. Je me suis assis et l'ai regardé prendre mes signes vitaux aux tensions artérielles, température, tout le nécessaire sans beaucoup de conversation. Après avoir noté les détails, elle a mentionné que « le docteur vous verra sous peu » et a quitté la pièce. Peu de temps après, on a frappé à la porte. Un homme plus âgé en blouse blanche est entré, tenant un dossier. « Monsieur Watson, je suis le docteur Smith », s'est-il présenté. S'asseyant, il a ouvert le dossier et n'a pas mâché ses mots, « Vos tests montrent que vous avez la gonorrhée. » La gonorrhée, ai-je répété, stupéfait. « Oui, c'est une maladie sexuellement transmissible », a dit le docteur Smith, me jetant un regard qui suggérait que j'aurais dû le savoir. « Je vais vous prescrire un antibiotique et vous devriez éviter toute activité sexuelle pendant au moins 7 jours après la fin de votre traitement. Si vous avez encore des symptômes après cela, consultez votre médecin traitant. » La nouvelle m'a frappé comme un camion, mais la manière directe du docteur Smith a aidé à traverser le choc. J'ai hoché la tête, assimilant les étapes à suivre. Il a commencé par dire que d'autres tests étaient en cours et qu'il faudrait quelques semaines ou plus pour obtenir les résultats. Il a ensuite demandé une liste des personnes avec qui j'avais eu des contacts récents. Je n'ai eu des relations intimes qu'avec une seule personne dans toute ma vie, lui ai-je dit, ma femme. Il m'a lancé un regard triste un instant avant de consulter mon dossier. Si je l'ai attrapé d'elle, n'aurait-elle pas de symptômes, ai-je demandé. Pas nécessairement, monsieur Watson, a-t-il répondu. Elle pourrait les confondre avec une infection urinaire ou vaginale. Il est important qu'elle se fasse examiner rapidement, l'attente pourrait entraîner de graves complications. Excusez-moi, monsieur Watson. Il m'a remis des médicaments et m'a fait signer quelques formulaires. Prenez soin de vous, monsieur Watson, et assurez-vous de faire un suivi avec votre médecin, a-t-il conseillé en partant. Me sentant un mélange d'émotions, j'ai terminé et me suis dirigé vers ma voiture. J'ai appelé mon patron pour le tenir informé. Je suis désolé d'apprendre ça, Greg, a dit Alan. Ne vous inquiétez pas, votre vie privée est ma priorité. Vous prendrez un congé et reviendrez quand vous serez prêt. Je me suis occupé de vos rapports, alors concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. Merci, ai-je répondu, mettant fin à l'appel. Ensuite, je devais parler à mes parents, à qui je n'avais jamais rien caché. J'ai composé leur numéro abrégé et mon père a répondu. Salut, fiston, tu es au trave. Aïe. A-t-il demandé. Non, papa, j'ai un problème de santé et j'ai besoin de parler avec toi et maman, ai-je dit. Bien sûr, a-t-il répondu. Les enfants vont bien. Elles vont bien, les jeux assurés,
mais je préférerais ne pas en discuter au téléphone. Viens alors, on prendra un café et on parlera, a-t-il suggéré. Nous avons raccroché et j'ai rangé mon téléphone, prêt à affronter la prochaine conversation. Je devrais vous parler un peu de mon passé. Ma sœur Denise et moi avons été élevés dans une famille très religieuse et aimante. Notre enfance a été remplie de rire et d'amour, et bien que nos parents soient très amoureux, ils étaient aussi assez stricts. L'une des règles clés de notre maison était « pas de relations intimes avant le mariage ». À cause de cette éducation, je n'ai pas eu de relations sexuelles avant d'épouser Marissa. Pendant nos fréquentations, je lui ai dit que je voulais attendre le mariage. Elle a répondu par un grand sourire et un baiser profond, disant « C'est tellement mignon, je te promets que je ferai de notre nuit de noces un moment inoubliable. » Et elle l'a certainement fait. Ce fut une expérience incroyable, et elle fut patiente et aimante en me montrant comment faire l'amour d'une manière qui lui plaisait. Finalement, j'ai commencé à vraiment apprécier notre intimité, et il semblait qu'elle aussi. Marissa avait eu d'autres relations avant moi, mais cela ne me dérangeait pas tant qu'elle était engagée dans notre relation. Peu de temps après notre mariage, elle a pris un emploi dans un bureau immobilier très actif tout en travaillant à l'obtention de sa licence. Notre première fille, Lisa, est née environ un an après notre mariage, suivie de Ginger un an plus tard. Marissa a décidé de se faire ligaturer les trompes après l'accouchement difficile de Ginger, estimant que 2 enfants suffisaient. Bien que j'aie espéré un fils, je n'aurais pu être plus heureux avec mes filles, toutes 2 sont devenues la lumière de ma vie, me transformant rapidement en un père dévoué. Lorsque Marissa est retournée au travail après son congé maternité, je me suis souvent retrouvé à jouer le rôle de « Monsieur Maman », surtout quand elle travaillait tard ou avait des papiers à rattraper. À mesure que les filles grandissaient, je les emmenais à leurs diverses activités, Lisa à ses cours de musique et Ginger à ses sports, surtout lorsque le travail de Marissa l'éloignait le soir. Avec le temps, cependant, Marissa a commencé à s'absenter encore plus fréquemment, assistant à des séminaires et des retraites d'entreprise, parfois le week-end ou pendant une semaine entière. Elle s'assurait toujours de nous appeler tous les soirs, mais la distance croissante était difficile. En plus de tout cela, elle a développé une personnalité factice irritante qui me tapait vraiment sur les nerfs. J'en ai parlé plus d'une fois, mais elle semblait y être attachée. Son attitude envers le travail avait également changé, et j'ai commencé à me demander si elle n'y passait pas trop de temps. Même nos filles ont commencé à remarquer les changements chez leur mère. Malgré ces problèmes, l'idée qu'elle soit infidèle ne m'avait jamais traversé l'esprit, elle connaissait ma position ferme sur l'infidélité. Un jour, je suis arrivé chez mes parents et me suis garé dans l'allée. Mon père m'a accueilli à la porte avec une étreinte chaleureuse et une tape sur l'épaule. « On vient de finir le café, entre, on en refera et on parlera », a-t-il invité. Je suis entré dans la salle à manger et j'ai fait un câlin à ma mère avant que nous nous asseyions à table. Elle nous a versé du café, et j'ai ajouté de la crème et du sirop de pacane au beurre au mien. Papa a fait de même, et nous avons tous pris une gorgée. « Pourquoi ne commencerions-nous pas par une prière ?» a suggéré papa. Bien sûr, ai-je acquiescé, c'était leur façon de faire la prière d'abord, puis la conversation. Après quelques minutes de prière, nous sommes passés aux choses sérieuses. « Qu'est-ce qui ne va pas, fiston ?» a demandé papa. « Je viens de la clinique des urgences. J'ai la gonorrhée, ai-je dit. « Oh mon Dieu !» a répondu papa doucement, toujours composé tant qu'il entendait la vérité. « Est-ce que tu as fait des bêtises ?» a-t-il demandé après une pause. « Non, papa, jamais », l'ai-je assuré. « Marissa est la seule femme avec qui j'ai jamais été. » Il a hoché la tête. « Je te crois, fiston. J'avais juste besoin de t'entendre le dire. »« Que comptes-tu faire ?» a demandé maman. « Je ne vois pas d'autre option que de divorcer, ai-je admis. »« Ce sera dur pour les filles, elles sont assez grandes pour comprendre, ai-je ajouté. Je ne peux pas simplement ignorer cela, même si elle promet que ça ne se reproduira plus. Je ne peux pas lui faire confiance. »« Sais-tu depuis combien de temps cela dure ?» a demandé papa. « Je viens de le découvrir ce matin, ai-je répondu. L'adultère est un motif clair de divorce. »« Attends. Une seconde, » a dit papa, se levant pour aller à son bureau. Maman avait l'air anéantie. « Je suis tellement désolé que cela t'arrive, Greg, » a-t-elle dit. « J'ai toujours cru que Marissa était une femme merveilleuse. »« Moi aussi, maman. Il semble qu'elle nous ait tous trompés. » Papa est revenu avec son Rolodex, feuilletant jusqu'à trouver une carte en particulier. « La voilà, » a-t-il dit. « Tu connais Gina Hawkins,
l'avocate spécialisée en droit de la famille de notre église, ai-je demandé. Oui, c'est elle. Laisse-moi l'appeler, a-t-il dit. Il n'était pas surprenant qu'il ait sa carte, en tant que diacre, papa gardait les contacts de la congrégation à portée de main. Il a composé le numéro et a parlé à la secrétaire de Gina avant de la joindre. J'ai écouté tandis qu'il expliquait la situation. Gina, salut, c'est Dan Watson, oui, de l'église. Écoute, j'appelle parce que mon fils aurait vraiment besoin de ton aide rapidement. Il est confronté à une situation difficile et je pense que tu pourrais l'aider. Oh, vraiment? Cet après-midi à 12h30? C'est parfait. Je m'assurerai qu'il y soit. Merci beaucoup, Gina, je te revaudrai ça. Prends soin de toi et fais un gros câlin à ta petite de notre part, d'accord? Au revoir. Après avoir raccroché, papa s'est tourné vers moi. C'était Gina. Elle peut te voir aujourd'hui à 12h30 grâce à un rendez-vous annulé. Assure-toi d'apporter tes relevés financiers et tes déclarations de revenus des 2 dernières années, m'a-t-il informé. D'accord, ai-je dit, réalisant que je devais préparer mes documents. Je suppose que je ferais mieux de rentrer et de préparer mes affaires. Ça semble être un bon plan, a répondu papa. Et tu sais que tu dois parler à Marissa de l'IST. Elle doit aussi se faire tester pour éviter toute propagation. Peut-être que les filles devraient rester avec nous un peu, a suggéré maman. Les choses pourraient devenir tendues à la maison avec tout ce qui se passe. Tu as raison, a acquiescé papa. Laisse-les rester quelques jours jusqu'à ce que les choses se calment. Écoute, fiston, pourquoi ne ramènerais-tu pas les filles après l'école? Nous nous occuperons de les emmener à l'école à l'heure, a-t-il proposé. Je le ferai, merci papa, ai-je dit. Nous avons discuté un peu plus avant que je ne me lève pour partir. Papa m'a serré dans ses bras à la porte. Ça ira, fiston, m'a-t-il rassuré. Ne fais rien de précipité. Je sais que tu es blessé et que tu pourrais vouloir te venger de Marissa, mais souviens-toi de Romains 12h19, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne me force pas à te sortir de prison. Pense à tes filles. J'ai souri. Pas de problème, papa, j'ai compris, les jeux assurés. Je suis remonté dans ma voiture et je suis rentré à la maison. Papa avait raison sur un point, je voulais me venger de Marissa et de quiconque était impliqué. Après plus de 15 ans à l'aimer exclusivement, cela ressemblait à la trahison ultime. Quand je suis rentré, j'ai commencé à fouiller mes dossiers pour retrouver mes anciennes déclarations de revenus. J'avais aussi besoin de trouver celle de Marissa, car il y a environ 8 ans, elle avait suggéré que nous déclarions nos impôts séparément pour économiser de l'argent. À l'époque, cela avait du sens, mais en regardant ces formulaires fiscaux, j'ai découvert la vraie raison pour laquelle elle voulait que nous fassions des déclarations séparées. Marissa avait gagné bien plus en primes et commissions que je ne l'avais réalisé. En voyant combien elle avait mis sur notre compte bancaire commun, je me suis demandé où était passé tout son argent supplémentaire. Ma recherche m'a mené à un dossier rempli de relevés bancaires d'une banque que je ne connaissais pas. Le dernier relevé montrait qu'elle avait économisé près d'1 million de dollars au cours des 8 dernières années. Quel était son plan? Me suis-je demandé. Était-ce une sorte de plan pour quand les enfants iraient à l'université? J'ai rassemblé les relevés et ces formulaires fiscaux, les ai mis dans mon dossier et suis allé à ma voiture. Au moment où j'allais partir, mon téléphone a bipé avec un SMS de Marissa. Elle disait qu'elle serait en retard à cause d'une visite et de ne pas l'attendre pour le dîner. Oui, bien sûr, me suis-je dit. J'ai répondu, pas de problème, à tout à l'heure. En envoyant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si elle avait remarqué que je n'avais pas dit « je t'aime », comme je le fais d'habitude. Je suis arrivé à l'immeuble de bureau de Gina Hawkins, j'ai garé la voiture et me suis dirigé vers son cabinet. En entrant, j'ai été accueilli par une charmante réceptionniste blonde. Je suis ici pour voir Gina Hawkins, lui ai-je dit. J'ai un rendez-vous à 12h30. Après une rapide vérification sur son ordinateur, elle a souri et m'a conduit au bureau de Gina. Gina s'est levée pour me saluer, me serrant chaleureusement la main. C'est bondé. Vous voir, Greg, a-t-elle dit en souriant. Voulez-vous du café? Ce serait formidable, merci, ai-je répondu. Gina s'est tournée vers la réceptionniste, pourriez-vous nous apporter 2 tasses de café, s'il vous plaît, et peut-être du beurre et des noix? Bien sûr, a répondu la réceptionniste avant de quitter la pièce. Elle est revenue peu après avec 2 tasses et quelques portions de beurre.
Gina m'a fait signe de m'asseoir et j'ai pris place en face d'elle. J'ai été surprise de recevoir un appel de votre père ce matin, a commencé Gina. Vous faites donc face à un problème qui nécessite une attention juridique. Oui, il semblerait que Marissa ait été infidèle, ai-je dit. Je suis désolé de l'apprendre, a répondu Gina, son expression compatissante. J'ai toujours cru que vous étiez un couple solide. Moi aussi, mais je suppose que je me suis trompé, ai-je dit. Pouvez-vous me parler de mes options? J'ai expliqué la situation, y compris ma visite à la clinique et la découverte des relevés bancaires plus tôt dans la journée. Gina a hoché la tête pensivement. Je comprends à quel point cela doit être difficile, a-t-elle dit. Laissez-moi vous expliquer un peu comment fonctionne le divorce ici. Il ne s'agit pas nécessairement de justice, cela se résume souvent aux finances. Dans cet État, nous avons des lois sur le divorce sans faute, mais vous pouvez toujours déposer une demande pour adultère si vous avez des preuves solides. Et l'IST qu'elle m'a donné, ai-je demandé. Gina a hoché la tête. C'est un argument solide, a-t-elle reconnu, mais son avocat pourrait prétendre que vous l'avez attrapé d'une autre personne. Nous savons que ce n'est pas vrai, mais nous devons en convaincre un juge. Concernant l'argent qu'elle a mis de côté, elle pourrait soutenir que c'était une surprise pour la retraite. Vous ne croyez pas vraiment cela, n'est-ce pas, ai-je interrogé. Non, cela ressemble plus à une stratégie de sortie, a répondu Gina. Elle attend probablement le bon moment, peut-être après que vos filles aient fini l'école, pour partir sans complications. Mais le prouver devant les tribunaux sera difficile. Alors, je n'ai juste pas de chance, ai-je insisté. Pas nécessairement, m'a rassuré Gina. Je peux engager un détective privé pour enquêter. C'est cher, mais cela pourrait fournir les preuves solides dont nous avons besoin au tribunal. Souhaitez-vous procéder ainsi? Oui, allons-y, ai-je décidé. Très bien, a répondu Gina. J'aurai besoin de tous les détails que vous pouvez fournir, marque et modèle de sa voiture, numéro de plaque d'immatriculation, les lieux qu'elle fréquente. J'ai sorti mon téléphone. En fait, j'ai installé une application de localisation de téléphone quand elle a perdu le sien il y a quelques mois. Oh, laissez-moi vérifier si elle est toujours active. J'ai ouvert l'application et localisé son téléphone dans une maison au nord de la ville. J'ai montré l'adresse à Gina. Parfait, a-t-elle dit en le notant. Je vais contacter mon enquêteur tout de suite. Elle a passé l'appel, donnant à l'enquêteur tous les détails que nous avions. Après avoir raccroché, elle m'a regardé avec une expression déterminée. Nous allons gérer cela aussi discrètement que possible, m'a-t-elle assuré. D'accord, tout est prêt. S'il se passe quelque chose, nous le saurons assez tôt. Maintenant, concentrons-nous sur votre situation. Vous avez 2 filles adolescentes, Lisa et Ginger, âgées de 14 et 13 ans, n'est-ce pas, a demandé Gina. Oui, c'est exact. Elles ne sont pas encore assez âgées pour choisir avec quels parents elles veulent vivre, mais cela approche. Je veux demander la garde, ai-je confirmé. Compris, a hoché Gina. Vous devez savoir que les tribunaux favorisent généralement la mère pour la garde principale. Cependant, nous pouvons certainement plaider votre cause, surtout compte tenu des circonstances. Qui a été le principal responsable des soins? Marissa sort souvent le soir, donc c'est moi qui suis à la maison, ai-je expliqué. Compris. Et juste pour clarifier, êtes-vous certain que les filles sont biologiquement les vôtres, a-t-elle demandé avec prudence. Je le crois, oui. À ce stade, cela a-t-il de l'importance? Mon nom figure sur leurs actes de naissance et je les ai élevées depuis qu'elles sont bébés, ai-je répondu un peu défensivement. Je comprends, m'a rassuré Gina, mais il pourrait être bon de le savoir avec certitude. Je peux vous orienter vers un laboratoire pour un test de paternité si vous le souhaitez. D'accord, j'y réfléchirai, ai-je dit. Et la situation de la maison? Nous n'avons pas d'hypothèque. La maison était celle de mes grands-parents et elle est maintenant dans une fiducie familiale sous les noms de mes parents. Ils nous ont laissé y vivre, ai-je expliqué. Bien, cela simplifie un peu les choses, pas de problème d'hypothèque à gérer. A-t-elle noté? Il y aura toujours des biens personnels et éventuellement d'autres actifs à considérer pour le partage. Je vais vous préparer une liste de ce que vous devez aborder. A-t-il autre chose que je dois faire tout de suite? Ai-je demandé. Pas pour le moment, a-t-elle répondu. Je vais commencer à rédiger les documents, mais attendons de voir ce que l'enquêteur privé trouve avant de trop avancer. Cependant,
allez-y et complétez la liste de contrôles que je vous donne. Pensez-vous que je devrais la confronter personnellement à ce sujet, ai-je demandé à voix haute. Il serait peut-être judicieux de l'informer au moins qu'elle doit se faire tester pour les IST afin d'éviter toute propagation. C'est important pour vous deux, a conseillé Gina. Cela a du sens, ai-je acquiescé. Après avoir finalisé les documents, Gina m'a remis une liste de contrôles et une carte avec les coordonnées du laboratoire. Autre chose que je devrais savoir, ai-je demandé. C'est tout pour l'instant, a-t-elle répondu. Allez-y et occupez-vous de ces tâches. Nous vous informerons si nous recevons des mises à jour de l'enquêteur. Pour toute question concernant les honoraires, veuillez parler à ma secrétaire. Et Greg, oui, ne faites rien de précipité. Nous allons traverser cela ensemble. Ce ne sera pas facile, mais les choses s'amélioreront. Je comprends, ai-je dit, appréciant son soutien. Merci pour tout. De rien, a-t-elle répondu. Nous resterons en contact. Sur ce, j'ai quitté son bureau, rédigé un chèque pour ses services et me suis rendu au laboratoire. Après avoir récupéré le kit de test, je me suis arrêté à la banque pour vérifier certains des détails que Gina avait mentionnés, puis je suis rentré à la maison. Ceci aurait pu être un moment pour certains de noyer leur chagrin dans l'alcool, réfléchissant à la misère de leur situation, mais ce n'est pas moi. Je n'ai jamais bu, c'était une autre de ces règles avec lesquelles j'ai grandi, mes parents ne buvaient pas, et moi non plus. Au lieu de cela, je me suis fait une tasse de café et me suis assis à la table de la cuisine. Au moment où le café était prêt, mes deux filles ont fait irruption par la porte. Elles rentraient habituellement à cette heure-là en bus. Normalement, elles ne me verraient pas avant plus tard, mais aujourd'hui, c'était différent. « Papa, tu es à la maison » m'a salué Lisa avec surprise. « Tu vas bien, papa ? Pourquoi es-tu rentré si tôt » a lancé Ginger. La journée a été plutôt mouvementée, ai-je expliqué. Écoutez, pourriez-vous préparer des affaires pour quelques jours ? Vous allez rester avec vos grands-parents un moment. Pourquoi, papa ? La voix de Ginger était empreinte d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe ? Maman a un problème ? Vous vous êtes disputés ? Eh bien, oui, quelque chose ne va pas, mais votre mère et moi ne nous sommes pas disputés, cela pourrait arriver plus tard, ai-je dit, essayant de garder la conversation aussi légère que possible. Tu l'as surprise en train de te tromper, n'est-ce pas ? La question de Lisa m'a pris au dépourvu. J'étais déconcerté. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Ai-je demandé. Elle a baissé les yeux, légèrement embarrassée. Je l'ai entendue au téléphone plusieurs fois, a-t-elle avoué. Elle utilisait cette voix factice, tu sais, celle qui t'agace. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. C'était quelque chose comme j'ai hâte de te revoir, mon amour, et puis elle a ricané, pas du tout comme elle d'habitude. Cela semblait très personnel. Je suis désolé de ne rien avoir dit plus tôt, je sais que tu n'aimes pas les commérages, a-t-elle ajouté. C'est bon, l'ai-je rassuré en lui faisant un câlin. Lisa a ensuite ajouté, elle agit vraiment étrangement ces derniers temps. C'est comme si elle ne voulait plus beaucoup nous parler. Ressens-tu la même chose, Ginger, ai-je demandé, me tournant vers ma fille cadette. Elle a hoché la tête. Oui, comme si elle ne voulait pas qu'on la dérange. Je leur ai fait un câlin rassurant. Vous pouvez me déranger n'importe quand, ai-je souri. Mais pour l'instant, j'ai besoin de prélever des échantillons de vos joues pour un test. Un prélèvement de joues, a demandé Ginger, en regardant le kit de test. Oui, ai-je confirmé. Mon avocate pense que nous devrions faire un test ADN. Tu ne penses pas que nous sommes vraiment tes enfants, a demandé Lisa, une pointe d'inquiétude dans la voix. Je sais que vous êtes mes enfants, l'ai-je rassuré, mais nous devons juste tout confirmer légalement. Alors, vous divorcez, a demandé Lisa directement. Il semblerait que oui, ai-je reconnu. N'y a-t-il aucun moyen que tu puisses lui pardonner, a demandé Ginger doucement. Je ne pense pas, ai-je répondu. Elle a fait une erreur assez grave. J'ai dû voir un médecin ce matin à cause de ça. Lisa a haleté, manquant presque de laisser échapper. Père un gros mot. Pardon, a-t-elle murmuré. C'est bon, l'ai-je assuré avec un faible sourire. J'ai eu envie de jurer aujourd'hui aussi. Maintenant, faisons ces prélèvements. J'ai délicatement prélevé l'intérieur de la joue de Lisa, puis j'ai fait de même pour Ginger. Une fois leurs échantillons sécurisés dans le kit, j'ai prélevé un échantillon de ma propre joue et les placé dans un flacon séparé.
D'accord, vous deux, montez et préparez vos affaires pour quelques nuits. Nous devons être prêts à partir dans 15 minutes, et n'oubliez pas vos devoirs, ai-je instruit. Pendant que les filles montaient dans leur chambre pour rassembler leurs affaires, j'ai organisé le kit de test ADN. Mon plan était de déposer les enfants chez leurs grands-parents, puis d'emmener le kit au laboratoire. Pendant que nous roulions, Lisa a demandé, « Papa, si tu divorces, est-ce que je peux rester avec toi ?» « Oui, moi aussi », a lancé Ginger. « J'espère que oui, les filles, ai-je répondu. Je vais demander la garde, mais vous devez comprendre que les tribunaux favorisent souvent la mère. Je ne veux pas rester avec elle, a avoué Lisa. En ce moment, je la déteste pour ce qu'elle nous a fait. J'ai pensé à l'encourager à ne pas haïr sa mère, mais je me suis retenu, elle exprimait des sentiments qui m'étaient bien trop familiers. Je comprends ce que tu ressens, ma chérie, l'ai-je assuré. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, je vous aime toutes les deux énormément et je serai toujours là pour vous. Je t'aime aussi, papa, a dit Lisa, les larmes coulant sur ses joues. Ces larmes ont renforcé ma détermination, alimentée par ma colère envers Marissa. Dans mon esprit, j'ai juré de me venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête, calmant mes pensées vengeresses. Nous sommes arrivés chez mes parents et nous nous sommes garés dans l'allée. J'ai serré et embrassé les deux filles, leur promettant de les appeler plus tard. Nous avons été accueillis sur le porche par mon père qui a serré les filles dans ses bras pendant qu'elles portaient leur sac à l'intérieur. Maman est sortie nous saluer aussi. Je ferais mieux d'aller au laboratoire avant qu'il ne soit trop tard, ai-je dit après quelques instants. Tu vas bien, a demandé mon père, l'inquiétude évidente dans sa voix. Aussi bien que possible dans les circonstances, ai-je répondu. Nous prions pour toi, a-t-il dit. Appelle-nous et dis-nous comment ça se passe avec Marissa, a-t-il ajouté. Je le ferai, mais je ne suis pas sûr de quand ce sera, ai-je répondu. C'est bon, fiston, m'a rassuré maman, tu peux appeler n'importe quand. Merci, ai-je dit en lui faisant un câlin. Je ferais mieux de partir maintenant. Je suis parti, ressentant un mélange de soutien de ma famille et le lourd fardeau des étapes que je devais franchir ensuite. Je suis remonté dans ma voiture et me suis dirigé vers le laboratoire, arrivant environ 30 minutes avant la fermeture. J'ai remis le kit de test ADN à la réceptionniste. Dans combien de temps puis-je m'attendre aux résultats, ai-je demandé. Nous devrions les avoir prêts d'ici la fin de la semaine, a-t-elle répondu avec un sourire rassurant. Super, merci, ai-je dit et je suis rentré chez moi. En chemin, j'ai ressenti le besoin de parler à quelqu'un qui pourrait éclairer davantage le comportement de Marissa. J'ai décidé d'appeler sa sœur Loretta. J'ai connecté mon oreillette Bluetooth et composé son numéro. Elle a décroché après la deuxième sonnerie. Salut Greg, comment va mon beau-frère préféré, a salué Loretta joyeusement. J'ai connu de meilleurs jours, ai-je répondu. As-tu une minute pour parler? Bien sûr, a-t-elle répondu. Qu'est-ce qui se passe? As-tu parlé à Marissa récemment? Pas depuis la réunion de famille le mois dernier chez toi, ai-je dit. En fait, les choses ne vont pas très bien. J'ai brièvement expliqué la situation, gardant les détails concis mais clairs. Oh mon Dieu, a haleté Loretta après que j'ai terminé. Greg, je déteste dire ça, mais il semble qu'elle soit retombée dans ses vieilles habitudes. Vieilles habitudes, ai-je répété, perplexe. Loretta a hésité avant de continuer, Marissa était plutôt sauvage dans sa jeunesse. Elle enchaînait les relations rapidement, presque aussi vite que de changer de vêtements. Elle n'était fidèle à personne de ceux qu'elle fréquentait au lycée et à l'université. Je pensais qu'elle avait changé après t'avoir rencontré. Elle m'a même dit qu'elle avait trouvé son âme sœur et qu'elle en avait fini avec ses anciennes manières. Je n'ai pas cru nécessaire d'en parler avant. J'apprécie, mais j'aurais aimé le savoir, ai-je admis. Je suis désolé, Greg, j'aurais dû te le dire, a-t-elle dit. C'est bon, Loretta, ce n'est pas ta faute, l'ai-je assuré, essayant de maîtriser mes émotions. Écoute, je comprends que tu prévois de la faire déménager. J'appelle pour savoir si elle pourrait éventuellement rester chez toi un moment, ai-je dit, allant droit au but. En fait, oui, ai-je ajouté, si cela te convient. J'ai entendu Loretta soupirer à l'autre bout du fil. Elle pourrait rester ici un peu, jusqu'à ce qu'elle s'arrange, a-t-elle dit. Franck ne sera pas enchanté, cependant. Je ne veux pas vous causer de problème, ai-je répondu, inquiet. C'est bon, il gérera, tant que ce n'est pas trop long, m'a-t-elle rassuré.
Merci, j'apprécie. Je ne suis pas sûr de quand elle rentrera ce soir, mais je te donnerai un coup de fil quand elle sera en route chez toi, ai-je dit. Merci, a répondu Loretta. Comment les filles ont-elles géré tout ça? Elles sont bouleversées, mais elles le gèrent mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je répondu. Tu as élevé des jeunes femmes fortes, Greg. Reste fort pour elles, a-t-elle encouragé. J'essaie, ai-je dit. Je dois aller préparer le dîner maintenant. On se parle plus tard, d'accord? Je le ferai, ai-je promis. Puis nous avons mis fin à l'appel. De retour à la maison, j'ai réchauffé du pain de viande pour le dîner. Juste au moment où je finissais de manger, le téléphone a de nouveau sonné. C'était Gina, mon avocate. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, il était un peu plus de 18h30. Salut, l'ai-je salué. Vous travaillez tard ce soir, ai-je demandé. Pour vous, oui, a répondu Gina. J'ai reçu des premières conclusions de l'enquêteur privé. Il semblerait que Marissa ait été très active. Elle a rencontré 3 hommes depuis cet après-midi. J'étais abasourdi. 3 hommes en une journée? Comment trouve-t-elle même le temps? Oui, a confirmé Gina. Je vous envoie les détails maintenant, photos, vidéos et un résumé du rapport. Je vous déconseille de regarder la vidéo, mais vous devriez absolument écouter les dernières minutes de l'audio. C'est assez révélateur. Alors, pensez-vous que vous avez assez d'éléments pour lancer la procédure de divorce? Absolument, ai-je affirmé. Bien. Écoutez cet audio et rappelez-moi, a-t-elle instruit. Je le ferai, merci Gina, ai-je dit en raccrochant, ressentant un mélange de colère et de soulagement de pouvoir enfin aller de l'avant. J'ai allumé mon ordinateur portable et ai accédé. En consultant mes emails, j'ai trouvé la vidéo que Gina avait mentionnée et j'ai fait défiler rapidement jusqu'à la partie spécifique qu'elle avait signalée. Bien que je n'ai aucun intérêt à regarder Marissa dans une situation aussi compromettante, je me suis senti obligé de comprendre le contexte de leur conversation. Je vois que vous êtes marié, remarqua l'homme en notant ses bagues. Pour le moment, répondit Marissa avec désinvolture. Je remarque que vous êtes marié aussi, observa-t-elle en regardant sa bague. Oui, ma femme et moi avons une relation libre, expliqua-t-il. Et vous? Ce n'est pas ouvert dans ce sens-là, mais je prends mes libertés comme elles viennent, déclara-t-elle. Alors votre mari ne sait pas, insista-t-il. Non, il ne sait pas, confessa-t-elle. Il n'a aucune idée de la personne qu'il a épousée. En écoutant, je pensais amèrement, maintenant, je réalise la vérité. Qu'y a-t-il? Il n'est pas bon avec vous à la maison, demanda l'homme, creusant davantage. Il ferait mieux de l'être. Je lui ai tout appris ce qu'il sait, se vanta-t-elle. Vous lui avez appris, l'homme sembla surpris. Était-il inexpérimenté quand vous vous êtes mariés? Croyez-le ou non, il était vierge à 23 ans, révéla-t-elle. Il est assez religieux, ne fume pas, ne boit pas et ne jure même pas. Il ferait probablement une crise si je jurais en sa présence. Il ne savait même pas faire l'amour avant notre mariage. Bon sang, réagit l'homme. On dirait que vous le prenez pour un raté. Alors pourquoi rester avec lui? Y a-t-il de l'amour, d'une certaine manière? Je suppose qu'il est un bon père, il s'occupe bien de nos filles et ne se plaint pas quand je rentre tard, mais à part ça, il est ennuyeux, admit-elle. Les filles sont elles-mêmes de lui, demanda Tétéil curieusement. Elle haussa les épaules nonchalamment. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être. Ça ne m'importe pas beaucoup. Il croit qu'elles sont de lui et c'est ce qui compte, affirma-t-elle. Depuis combien de temps vous amusez-vous, sans qu'il? Je n'hésite pas à le dire, répondit-elle avec légèreté. Je m'amuse depuis le début de notre mariage et il n'en sait toujours rien. Il n'a été avec personne d'autre, alors comment pourrait-il savoir que c'est différent? C'est ça, confirma-t-elle. L'entendre rejeter notre vie et notre famille avec tant de désinvolture m'a dévasté. L'ampleur de sa tromperie était bien pire que je ne l'avais imaginé. À ce moment-là, j'ai dû me retenir de vomir. Ça me rendait malade de penser qu'elle m'avait traité comme ça pendant tout notre mariage. Avez-vous l'intention de rester avec lui? Oui, pour l'instant, du moins jusqu'à ce que les filles terminent le lycée et aillent à l'université, dit-elle. C'est dans 4 ou 5 ans environ. J'aurai tout préparé pour partir d'ici là. Pourquoi attendre? Oui, parce que d'habitude les tribunaux donnent la garde à la mère et la dernière chose que je veux,
c'est me retrouver avec 2 adolescentes sur les bras, dit-elle. Que allez-vous faire après ça? J'avais envie de faire la fête, peut-être de sortir avec plusieurs personnes à la fois, ou de faire une croisière, ou de prendre ma retraite au Costa Rica ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr, dit-elle. Oh, j'ai quelques gars. Pouvez-vous vous éclipser pour le week-end, demanda-t-il. Bien sûr, dit-elle. Je peux dire à Greg que j'ai un séminaire obligatoire ce week-end ou quelque chose comme ça. Il croira tout ce que je dis. Faites-moi savoir quand vous pourrez partir et nous nous organiserons. Vous avez mon numéro. Je le ferai, dit-elle en souriant. Il vérifia sa montre. Il se fait tard et je dois y aller. J'ai hâte de vous revoir, chérie. Je suis excitée aussi, dit-elle. Il partit et Marissa s'assit sur le lit avec un grand sourire. Oh Greg, dit-elle à la pièce vide, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Après avoir regardé la vidéo, je suis resté là, abasourdi, essuyant mes larmes. L'ampleur de la trahison de Marissa m'a frappé plus fort que je ne l'avais anticipé. Avec un profond soupir, j'ai appelé Gina. Je viens de finir de regarder la vidéo, lui ai-je dit. Tu avais raison, c'était éclairant. La réponse de Gina fut rapide, quelle est ta prochaine étape? Tout réduire en cendres, ai-je répondu, ma voix ferme. Considère ça comme fait, affirma-t-elle. Et les hommes avec qui elle était? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire à leur sujet, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi redoutait la réponse. Malheureusement, non, expliqua Gina. Les poursuites pour aliénation d'affection ne sont plus reconnues dans cet état. J'ai marqué une pause, un rire amer m'échappant. Ne vous inquiétez pas, leurs propres circonstances les rattraperont assez tôt. Faisant écho aux paroles de mon père plus tôt, j'ai murmuré, la vengeance est à moi, je la leur rendrai. Gina rit doucement. Eh bien, je dois y aller, dit-elle. Je vais commencer à préparer les documents du divorce et tout mettre en ordre. Si Marissa compte s'enfuir, nous ferons en sorte que ce ne soit pas à ces conditions. Merci Gina, je te dois vraiment ça, ai-je dit avec gratitude. Prends juste bien soin de tes filles, me conseilla-t-elle. Notre conversation terminée, je me suis adossé au canapé, les larmes coulant sur mes joues. 15 ans de ma vie donnée à quelqu'un qui avait si peu de considération pour notre famille. La douleur était presque insupportable. Quelques minutes après avoir raccroché avec Gina, mon téléphone a vibré. C'était Marissa qui appelait. Salut, ai-je répondu. Salut Greg, a-t-elle répondu. Tu vas bien? Ça a été une journée difficile, ai-je admis. Qu'y a-t-il? Je suis en train de terminer au travail. Je crois que j'ai conclu une autre vente, a-t-elle dit, d'un ton enjoué. C'est bien, ai-je répondu, gardant un ton neutre. Je serai bientôt à la maison, donc je te vois dans une demi-heure environ, d'accord? Bien sûr, ai-je acquiescé. D'accord, je te vois alors. Je t'aime, dit-elle, sa voix prenant ce ton étrangement insincère. Moi aussi, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Je me suis demandé un instant si elle avait remarqué l'absence de mon « je t'aime » en retour, mais j'ai ensuite réalisé que cela ne m'importait plus, qu'elle l'ait remarqué ou non. J'ai rassemblé les preuves que j'avais imprimées plus tôt, 4 photos de Marissa avec d'autres hommes, toutes sur une seule feuille, et les ai placées dans un dossier. J'ai disposé le dossier sur la table de la cuisine, là où je prévoyais de l'affronter quand elle rentrerait à la maison. Tout étant prêt, j'ai préparé une tasse de café et je me suis assis pour attendre. Le temps passait, 1 heure, puis 2, et Marissa n'était toujours pas rentrée. L'inquiétude se mêlait à la frustration. Je me suis dit qu'elle retardait peut-être son retour délibérément, mais à mesure que le temps passait sans aucune nouvelle d'elle, l'inquiétude s'est insinuée. J'ai essayé d'appeler son téléphone portable, pour être dirigé vers la messagerie vocale. J'ai laissé un message et suivi d'un SMS, mais il n'y a eu aucune réponse. 3 heures après notre appel et toujours pas de signe d'elle. J'ai commencé à craindre que quelque chose de plus grave ne soit arrivé, comme un accident. Près de 3h30 après que Marissa était censée être à la maison, mon téléphone fixe a sonné. Je me suis précipité pour répondre, espérant que c'était elle, mais ce n'était pas le cas. Greg Watson, ai-je répondu. Monsieur Watson, ici Angela Barnes de l'hôpital merci. Êtes-vous lié à Marissa Watson, demanda-t-elle. C'est ma femme, ai-je répondu, mon cœur se serrant. Monsieur Watson,
votre femme a eu un accident et a été admise ici pour y être soignée. Pouvez-vous venir dès que possible? Oui, bien sûr, ai-je dit anxieusement. Elle va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas fournir de détails, répondit Angela. Son médecin vous parlera à votre arrivée. Veuillez vous présenter au bureau d'accueil et ils vous dirigeront à partir de là. Merci, ai-je dit, essayant de garder mon sang-froid. Après avoir raccroché, j'ai glissé l'enveloppe avec les photos dans la poche de ma veste. J'ai envisagé d'appeler papa ou Loretta pour du soutien, mais j'ai décidé d'attendre d'en savoir plus. Je me suis rendu à l'hôpital le cœur lourd, me suis garé rapidement et me suis dépêché d'entrer. Au bureau d'accueil, je me suis présenté. Je suis Greg Watson, je viens voir Marissa Watson, ai-je dit à la femme d'âge moyen derrière le comptoir. Elle a consulté les informations de Marissa, puis a fait un signe de tête à un autre membre du personnel. Voudriez-vous bien accompagner monsieur Watson aux soins intensifs, s'il vous plaît, a-t-elle demandé. La femme est passée derrière le comptoir et m'a fait signe de la suivre. Nous avons marché en silence jusqu'aux soins intensifs, où un agent de police attendait. Monsieur Watson, demanda-t-il à notre approche. C'est moi, ai-je confirmé. Je suis l'agent Simpson. J'ai répondu à l'accident de votre femme, expliqua-t-il. Elle traversait l'intersection de la 3e et de la main lorsqu'un conducteur ivre a brûlé un feu rouge et a heurté sa voiture du côté conducteur. Mon cœur se serrait à l'écoute des détails. Je suis vraiment désolé, ajouta-t-il, son ton sincère. Ça va, ai-je réussi à dire, bien que rien n'allait. Sa voiture a été remorquée à la casse, continua-t-il. Il n'en reste pas grand-chose. Il m'a tendu une carte de visite de la compagnie de remorquage. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, agent, ai-je dit en acceptant la carte. Mon esprit était envahi par l'inquiétude alors que je me préparais à voir Marissa, incertain de ce qui m'attendait. Quand l'agent est parti, un homme en blouse blanche s'est approché de moi. Greg Watson, sans qui il. Oui, ai-je répondu. Je suis le docteur Blake, le médecin qui supervise le traitement de votre femme. Pouvons-nous parler un instant? Bien sûr, ai-je répondu. Il m'a conduit dans une petite pièce, a fermé la porte et s'est assis en face de moi à une table ronde. Comment va ma femme, ai-je demandé immédiatement. Elle a de multiples fractures et plusieurs blessures internes. De plus, elle a subi un grave traumatisme crânien. Nous l'avons placée dans un coma artificiel pour faciliter sa convalescence, expliqua-t-il. J'ai hoché la tête, me préparant à en entendre plus. Y a-t-il autre chose? Oui, il y a des nouvelles plus inquiétantes. Nos tests préliminaires suggèrent qu'elle pourrait être séropositive au VIH. Nous avons envoyé des échantillons pour des analyses sanguines plus détaillées, mais cela prendra du temps pour confirmer, continua le docteur Blake. J'ai ressenti une froide vague de choc. J'ai appris ce matin qu'elle avait la gonorrhée, ai-je partagé, traitant toujours la nouvelle. Et recevez-vous un traitement pour cela, demanda-t-il. Oui, ai-je confirmé. C'est bon à entendre. Cependant, je vous recommande de vous faire dépister pour le VIH dès que possible. Si vous pouviez consulter votre médecin généraliste demain, ce serait le mieux. Il est important de connaître votre statut, conseilla-t-il. J'ai hoché la tête, absorbant ses recommandations. Combien de temps restera-t-elle dans le coma, ai-je demandé, ramenant le sujet à Marissa. Cela dépend de ses progrès, mais cela pourrait être de 10 jours à 2 semaines. Après cela, son séjour ici pourrait se prolonger en fonction de la vitesse de sa récupération, expliqua-t-il. Puis-je la voir maintenant, ai-je demandé, désireux mais anxieux. Absolument, dit le docteur Blake en se levant. Elle a besoin de votre soutien plus que jamais maintenant. Il m'a conduit à la porte et a pointé du doigt le couloir. Elle est dans la chambre 5, juste là. Merci, docteur, ai-je dit en lui serrant la main avant de me diriger vers la chambre de Marissa, mon esprit en ébullition avec tout ce que je venais d'apprendre. Je suis entré dans la chambre d'hôpital de Marissa et la voir m'a frappé de plein fouet. Elle était enveloppée de bandages, une jambe enfermée dans un plâtre qui s'étendait jusqu'à la hanche. Son visage était contusionné et enflé, des coupures suturées marquant sa peau. Elle avait l'air d'avoir à peine survécu à une bataille brutale. En silence, j'ai prié pour elle, puis j'ai enlevé mon alliance. J'ai sorti l'enveloppe contenant les photos, j'ai écrit son nom dessus et j'y ai placé ma bague avant de la sceller.
Me tournant vers l'infirmière qui surveillait attentivement Marissa, je lui ai tendu l'enveloppe. Pouvez-vous vous assurer qu'elle reçoive ceci quand elle se réveillera, ai-je demandé. Bien sûr, répondit chaleureusement l'infirmière. Vous pouvez le placer sur ce plateau là-bas, suggéra-t-elle en pointant un plateau roulant à proximité. Merci, ai-je dit, posant l'enveloppe sur le plateau pour m'assurer que Marissa la verrait à son réveil. Je suis resté un instant, regardant Marissa. Malgré tout, cela me faisait mal de la voir dans un tel état. Remarquant qu'elle portait toujours ses alliances, je les ai délicatement retirées et les ai mises dans ma poche. Au revoir, Marissa, ai-je murmuré. On se reverra. Avec un signe de tête à l'infirmière qui m'a offert un sourire de sympathie, j'ai quitté la pièce. En rentrant en voiture, j'ai appelé Loretta pour la mettre au courant de la situation. Elle fut stupéfaite par la nouvelle, surtout les complications concernant la santé de Marissa. Greg, tu sais que Frank ne sera pas à l'aise avec son séjour ici si elle est séropositive au VIH, déclara Loretta. Il s'inquiète pour les enfants et je ne peux pas le contredire là-dessus. Ses parents avaient déménagé en Floride pour leur retraite, éliminant une autre option de soutien potentiel. Alors il semble que je devrais lui trouver un appartement, ai-je conclu. Je pense que c'est sage, acquiesça Loretta. Je suis désolé Greg, mais je dois donner la priorité à ma famille. Elle a fait ses choix. Je peux aider à déménager ses affaires, mais après ça, je dois prendre du recul. Je comprends, l'ai-je rassuré. Tu fais ce que tu dois faire. Il est tard et j'ai besoin de dormir, mais tiens-moi au courant s'il te plaît, dit-elle. Je le ferai, promis-je. Merci pour tout, Loretta. Raccrochant, j'ai senti le poids de la journée retomber sur moi alors que je conduisais le reste du chemin jusqu'à la maison en silence. Il était près de minuit quand je suis finalement rentré, épuisé par les événements de la journée. Je me suis rapidement déshabillé et me suis effondré dans mon lit, m'endormant presque au moment où ma tête touchait l'oreiller. Le lendemain matin, je me suis réveillé en ressentant le poids de tout ce qui s'était passé. J'ai appelé le cabinet de mon médecin et j'ai été surpris de constater qu'il pouvait me caser pour un rendez-vous plus tard ce matin-là. Après avoir obtenu mon rendez-vous, j'ai appelé mes parents pour les informer de la situation de Marissa. Ils étaient naturellement choqués, particulièrement quant à la possibilité qu'elle soit séropositive au VIH. Ils ont proposé d'amener les filles à l'hôpital si elles voulaient lui rendre visite. Je leur ai également fait part des preuves troublantes que j'avais recueillies sur Marissa. Papa m'a demandé d'envoyer les détails à son email, ce que j'ai fait immédiatement. C'est vraiment grave, ai-je admis au téléphone. Tout va bien, mon fils, m'a-t-il rassuré. Nous allons gérer ça ensemble. Une fois que j'avais envoyé l'email, j'ai appelé Gina pour l'informer des derniers développements. Elle fut également surprise, mais mentionna que cela lui permettrait de finaliser les papiers du divorce plus rapidement. J'ai ensuite contacté le bureau de Marissa pour informer ses collègues de son accident. Ils ont exprimé leurs condoléances et ont promis de lui rendre visite. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres au rez-de-chaussée avec un garage attenant et les sécurisé en payant le dépôt de garantie et 2 mois de loyer d'avance, en utilisant des fonds provenant de la moitié de Marissa de notre compte commun. Quand les filles et Loretta sont arrivées, nous avons emballé toutes les affaires de Marissa, y compris notre album de mariage, et les avons déménagées dans son nouveau logement. Pendant cette période mouvementée, j'ai également reçu les résultats du laboratoire ADN confirmant que les 2 filles étaient bien les miennes. Ce fut un petit mais significatif soulagement au milieu du chaos. J'ai rencontré l'expert en assurance pour inspecter l'épave de la voiture de Marissa. Nous étions tous 2 stupéfaits qu'elle ait survécu à l'accident, étant donné l'état du véhicule. Comme la voiture et la police d'assurance étaient à son nom, la compagnie d'assurance lui enverrait un chèque directement. J'ai récupéré les dernières de ses affaires dans la voiture et les ai apportées à son nouvel appartement, essayant de clore ce chapitre douloureux et de me concentrer sur la reconstruction de nos vies. Une semaine après l'accident, lors d'un appel téléphonique, ma mère a demandé « Es-tu passé voir Marissa ?» Non, je n'y suis pas allé, ai-je répondu, sous-entendant depuis cette première visite. Pourquoi, sans qui elle? Je me posais juste la question, continua-t-elle, un ton d'inquiétude dans la voix. Elle a clairement indiqué qu'elle ne se souciait pas de nous et voulait échapper à tout, ai-je expliqué. Je lui donne ce qu'elle veut, mais pas comme elle l'avait prévu. 2 semaines plus tard, j'ai rendu visite à mon médecin. Heureusement, j'étais débarrassé de la gonorrhée que Marissa m'avait transmise, mais nous attendions toujours de voir s'il y avait quelque chose de plus grave. Physiquement,
j'étais presque guéri, mais émotionnellement, j'étais loin de la guérison. Plus tard ce jour-là, j'ai appelé mon patron Alan pour lui dire que je reprendrais le travail, ce qui le réjouit grandement. Cet après-midi-là, l'hôpital a appelé pour dire que Marissa était sortie de son coma. L'infirmière a suggéré que je lui rende visite ce soir-là, ce qui me convenait bien. J'ai informé Gina qui avait déjà déposé les papiers du divorce et attendait que Marissa reprenne conscience pour que les documents puissent lui être signifiés. Elle a fait en sorte que l'huissier me rejoigne à l'hôpital. J'ai ensuite appelé Loretta pour voir si elle se joindrait à moi à l'hôpital. J'ai ensuite parlé à mes filles. « Votre mère est réveillée », leur ai-je dit. Leur réponse fut tiède. Elles ont toutes deux haussé les épaules à cette nouvelle. « Je vais la voir cet après-midi. Voudriez-vous venir ? » « Non merci, papa, » répondit fermement Lisa. « Je suis trop en colère contre elle en ce moment. »« Moi aussi, » ajouta Ginger, « et j'ai beaucoup de devoirs. »« D'accord, » ai-je dit. « Je vous déposerai chez vos grands-parents alors. » Vers 16h30, je les conduisais chez mes parents. Je leur ai dit que Marissa était réveillée et que je rencontrerais Loretta et l'huissier là-bas. « Tiens-nous au courant de la suite, mon fils, » dit papa en me laissant les filles avec eux. « Je le ferai, » lui ai-je assuré. « Je reviendrai chercher les filles après. »« Bien, tu pourras alors avoir de la lasagne de maman quand tu reviendras, » dit-il, offrant un sourire réconfortant. La lasagne de maman avait le don de rendre n'importe quel jour meilleur. « Ça a l'air parfait, » ai-je dit, sentant un léger soulagement dans mon esprit en me dirigeant vers l'hôpital. Il lui tendit les documents. « Vous êtes signifié avec les papiers du divorce, » déclara-t-il formellement. Marissa prit les papiers, ses mains tremblant légèrement. Il y eut une longue pause tandis qu'elle parcourait la première page, son visage perdant ses couleurs. « Je vois, » murmura-t-elle finalement, posant les documents à côté d'elle sur le lit d'hôpital. Je me tournai vers Loretta qui était restée silencieuse, son expression sombre. « Loretta, merci d'être là, » ai-je dit. « Bien sûr, » répondit-elle doucement, ses yeux ne quittant pas Marissa. Me tournant de nouveau vers Marissa, je ressentis un mélange de soulagement et de tristesse. Nous devions régler ça, lui ai-je dit, pour le bien de tous. Marissa hocha la tête, les yeux baissés. Je comprends, dit-elle, sa voix à peine audible. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je sais, ai-je dit, bien que je ne sois pas sûr que ce fût entièrement vrai. Mais nous en sommes là. La pièce était lourde de mots non dits et de tensions. J'ai décidé qu'il était temps de partir. Je te laisserai te reposer, ai-je dit. Marissa ne leva pas les yeux. Merci Greg, et je suis désolé, ajouta-t-elle, sa voix se brisant légèrement. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler davantage. Loretta et moi sommes sortis de la pièce, laissant Marissa avec ses pensées et la réalité des papiers qu'elle tenait maintenant. Dehors, Loretta me serra le bras. Ça va, demanda-t-elle. Ça ira, ai-je répondu, parvenant à un petit sourire. Merci d'être venu, ça comptait beaucoup. Elle m'a serré brièvement dans ses bras. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-elle. Je le ferai, promis-je. Alors que je m'éloignais de l'hôpital, le poids de la semaine passée sembla se lever légèrement. L'avenir était incertain, mais au moins, il y avait maintenant un chemin pour commencer à avancer. L'huissier a remis l'enveloppe à Marissa et a pris une photo. Vous avez été signifié, a-t-il déclaré sèchement avant de quitter la pièce. Tu n'as même pas pu attendre que je sorte de l'hôpital, demanda Marissa, la voix teintée d'incrédulité. Non, ai-je répondu fermement. C'est toi qui voulais t'enfuir. Je ne fais qu'accélérer ton calendrier de quelques années. Ses yeux cherchèrent les miens, à la recherche du moindre signe de l'homme qu'elle avait autrefois connu. Les filles le savent-elles, demanda-t-elle, son ton changeant. Oui, elles le savent, ai-je confirmé, et elles ne t'apprécient pas beaucoup en ce moment, c'est pourquoi elles ne sont pas là. Et tu n'as pas à t'inquiéter d'être accablé par elles. Je demande. De la garde exclusive, bien que je sois prêt à accorder des droits de visite généreux si elles décident de vouloir te voir, mais pour l'instant, elles ne le veulent pas, son expression fléchit, ne s'attendant manifestement pas à une telle fermeté de ma part. Et je suppose que tu me hais aussi, osa-t-elle. Haïr est un mot fort, ai-je rétorqué calmement. Disons simplement que mon opinion à ton égard a considérablement diminué. Elle hocha lentement la tête, absorbant le poids de mes mots. Penses-tu que tu me pardonneras un jour, demanda-t-elle, une pointe de désespoir dans la voix. Peut-être un jour,
ai-je dit, quand je pourrai regarder nos filles et ne plus voir la souffrance que tu as causée. Et juste pour que tu le saches, j'ai fait tester leur ADN, elles sont les miennes. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, surprise par mon approche proactive. Ça ne changera rien, Greg, murmura-t-elle presque à elle-même. Je vois, continuai-je, changeant de sujet. Quand tu sortiras, tu ne rentreras pas à la maison. Je t'ai loué un appartement. Loretta t'aidera à t'y installer. Marissa se tourna pour regarder sa sœur qui était restée silencieuse jusqu'à présent. Toutes tes affaires sont déjà là et les services publics sont à ton nom, ai-je expliqué, sortant une autre enveloppe. Voici ta moitié de nos économies communes, moins le dépôt de garantie et 2 mois de loyer pour l'appartement. Étant donné que ta voiture est une épave, tu recevras également une indemnisation d'assurance. Elle prit l'enveloppe de ma main, son toucher hésitant. La pièce se remplit d'un silence pesant qui semblait s'étirer entre nous, chargé de la finalité de nos vies brisées. Elle prit l'enveloppe et hocha la tête. Au fait, je suis au courant du fonds d'évasion que tu as mis en place. Mon avocat a gelé ce compte. Si tu signes les papiers du divorce, elle libérera les fonds, ai-je dit. Moins ma moitié, bien sûr, ajouta Marissa, son expression un mélange de choc et de résignation. Je me battrai pour ça, déclara-t-elle avec défi. Je ne pense pas que ce serait sage, ai-je rétorqué, à moins que tu ne veuilles que toutes les preuves que j'ai rassemblées soient rendues publiques. C'est assez accablant. Sa défiance sembla se dégonfler à mes mots. Fais examiner les papiers par ton avocat. Je crois que tu trouveras que les termes sont aussi justes qu'ils peuvent l'être dans ces circonstances. Marissa se tourna vers Loretta, cherchant du soutien, mais n'en trouva aucun. Tu aurais dû écouter, dit Loretta froidement. Tu as menti à tout le monde, à Greg, à tes enfants et à moi. J'ai accepté de t'aider à déménager dans ton appartement quand tu sortiras, mais après ça, c'est fini. Tu dois te débrouiller seul. Marissa commença à sangloter. Je suis tellement désolée, pleura-t-elle, cherchant un signe de sympathie de sa sœur. Ça et quelques euros te donneront un café, rétorqua Loretta. Je ne te laisserai plus approcher ma famille tant que tu n'auras pas arrangé les choses, en commençant par des excuses sincères à ton mari et à tes filles. À travers ses larmes, Marissa me regarda. Greg, je suis tellement désolé. Je sais que ça ne signifie pas grand-chose maintenant, mais je t'aime. Exact, ça ne signifie pas grand-chose, ai-je répondu froidement. Signe les papiers, Marissa. Elle hocha la tête, accablée et silencieuse. Au revoir, Marissa. Alors que je me tournais pour partir, elle m'appela. Greg, puis-je appeler les filles, s'il te plaît? Tu peux les appeler, ai-je dit, m'arrêtant à la porte, mais c'est à elles de voir si elles veulent te parler. Je comprends, murmura-t-elle. Merci pour ça, au moins. De rien, ai-je dit sans me retourner. Je quittai la pièce, conscient des regards désapprobateurs du personnel infirmier. Ils n'auraient peut-être pas approuvé le timing, mais ce n'était pas à eux de juger. En quittant l'hôpital, je me suis dirigé vers la maison de mes parents. Là, entouré de ma famille, j'ai essayé de trouver un peu de réconfort dans une copieuse portion de lasagne de ma mère, laissant le réconfort familier de la maison apaiser la piqûre d'une journée douloureuse. Le processus de divorce s'est conclu en douceur 3 mois plus tard. Je me suis retrouvé non seulement légalement libre de Marissa, mais aussi soulagé d'apprendre que j'étais séronégatif au VIH, un résultat heureux également partagé par Marissa. À ma surprise, Gina m'a présenté un chèque de plus de 450 000 $, la moitié du compte secret que Marissa avait amassé. N'ayant pas de besoin immédiat pour une telle somme, je l'ai affecté au fonds d'études supérieures pour Lisa et Ginger. La vie s'est ajustée à son nouveau rythme pour moi et mes filles. Elles étaient mon ancre, me gardant les pieds sur terre au milieu des défis de la monoparentalité. Bien que gérer seule des adolescentes soit parfois éprouvant, les conseils et le soutien de ma mère se sont avérés inestimables. Marissa, en revanche, semblait s'adapter à son rôle de femme célibataire divorcée. Après un an d'interaction prudente, les filles ont commencé à renouer avec elle, passant un après-midi occasionnel ensemble. Marissa avait repris sa carrière immobilière avec une nouvelle entreprise, suite à un départ peu glorieux de son précédent employeur en raison d'indiscrétions révélées. Selon les filles, elle réussissait bien et avait abandonné ses tendances trompeuses. Pendant ce temps, je remarquais une attention croissante de la part des femmes célibataires de l'église. Elles me ramenaient souvent à la maison des plats faits maison, des tartes aux lasagnes, un geste qui n'échappait pas à mes filles. Papa,
tu dois recommencer à sortir avec quelqu'un, encouragea Lisa un soir. Ce n'est pas bon pour toi d'être seule, ajouta-t-elle. Je ne saurais même pas par où commencer, avouai-je, me sentant déconnecté des rencontres. Et je ne suis pas seul, continuai-je, vous me tenez bien occupé. Nous ne serons pas là éternellement, cependant, intervint Ginger avec un mélange de sérieux et d'humour. C'est simple, papa, invite quelqu'un à dîner. Tu peux faire ça, non? Réfléchissant aux paroles de Ginger, je réalisai qu'elle pourrait avoir raison. Il était peut-être temps d'explorer la vie au-delà de la paternité. Ce même mercredi, j'ai rencontré Rhonda Carson au café de l'église. Rhonda, une veuve qui avait perdu son mari dans un accident tragique et élevait seule sa fille adolescente, m'avait récemment donné une casserole que j'avais particulièrement appréciée. « Salut Rhonda, comment vas-tu » ai-je commencé, me rappelant le réconfort qu'avait apporté son plat. « Je m'accroche, Greg, répondit-elle. Et toi ? Je vais bien. J'ai vraiment apprécié cette casserole la semaine dernière, merci, ai-je dit, espérant amorcer une conversation plus poussée. C'est bon à entendre. Ça peut être difficile de se débrouiller seul, n'est-ce pas, compatit-elle. Oui, c'est un défi parfois, mais on s'en sort, ai-je acquiescé, trouvant un terrain d'entente dans nos expériences communes de parents célibataires. Autour d'un café, nous avons abordé les subtilités d'élever des adolescents seuls. Encouragé par la facilité de notre échange, j'ai franchi le pas, Rhonda, je suis plutôt nouveau dans ce domaine, mais voudrais-tu dîner avec moi un de ces jours ? Peut-être ce vendredi, ai-je demandé, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité. Elle sourit, sa réponse me réchauffant le cœur. Oui, Greg, j'aimerais bien, accepta-t-elle avec grâce. Super. J'ai souri, sentant une étincelle d'excitation quant aux possibilités à venir. Et si on essayait ce nouveau Texas Roadhouse ? Ça a l'air parfait, acquiesça Rhonda. Alors c'est un rendez-vous. En quittant le café, je ressentis une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était peut-être le bon moment pour prendre un nouveau départ, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes concernées. Les filles étaient enthousiastes à l'idée de mon rendez-vous avec Rhonda et elles aimaient l'idée de passer la soirée avec Linda, donc tout était prêt. Ce vendredi-là, j'ai invité les filles et nous sommes allés dîner. Rhonda était vraiment mignonne dans sa jupe en jean et nous avons passé un excellent moment. Nous ne sommes pas devenus trop intimes cette nuit-là, mais Rhonda m'a donné un baiser sincère quand je l'ai déposé chez elle. J'ai aperçu 3 visages regardant par sa fenêtre et on aurait dit qu'ils nous encourageaient. Rhonda m'a serré dans ses bras et a dit que c'était la meilleure soirée que j'ai eue depuis des mois. Moi aussi, ai-je répondu. Et si on refaisait ça bientôt, suggéra-t-elle avec un sourire. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait passer une soirée tranquille à la maison, insinua-t-elle en effleurant doucement ma jambe. J'ai ressenti une étincelle d'excitation. Ça a l'air d'un plan, ai-je acquiescé, appréciant le flirt. Les filles étaient ravies de la réussite du rendez-vous et honnêtement, moi aussi. Passer du temps avec Rhonda semblait naturel et rafraîchissant. Bien que je ne sois pas certain de ce que cela pourrait donner, je suis ouvert à explorer où nos prochaines étapes pourraient nous mener.